Merci Johan. Vous pouvez l'applaudir à double titre, hein, parce que aussi pour le spectacle d'hier soir, encore une fois, la prestation des artistes, l'accompagnement du spectacle de David, notre magicien. Ça bouge un peu, donc je vais essayer de pas trop... Je ne voudrais pas que je fasse une mauvaise chute sur la scène. Johan a à peu près tout dit en ce qui me concerne. Hein, donc je me suis passionné très jeune pour l'histoire du Titanic. J'en ai d'ailleurs même tiré un livre sur l'architecte du Titanic. Et donc c'est pour ça que CFC m'invite régulièrement. Alors vous pouvez vous dire que c'est un petit peu osé de la part de CFC d'inviter quelqu'un à parler du Titanic lors d'une croisière. Je vous remercie d'avoir bravé la malédiction. En tout cas, si ça peut vous rassurer, déjà, d'une part, je ne vous parlerai pas de naufrage aujourd'hui. Je vais vraiment vous parler de l'origine du Titanic et de cette formidable épopée, de cette aventure qu'a été la construction du Titanic dans le chantier naval de Belfast. Et puis également, si ça peut vous rassurer, c'est la 3e année que j'interviens comme conférencier à bord de Renaissance. Et jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Donc, je ne crois pas être le chat noir du paquebot. Donc, nous dirigeons effectivement, comme Johan l'a dit, et vous le savez, vers Belfast, qui sera une de nos escales dans les jours à venir. Et Belfast, c'est la ville qui a donné naissance, qui a vu naître ce paquebot légendaire qu'évidemment, on ne présente plus. Sans doute le plus célèbre de tous. Hein. J'ai l'habitude de dire que le paquebot Titanic, c'est sans doute le navire le plus célèbre de toute l'histoire, peut-être juste après l'Arche de Noé et encore. Alors le Titanic, on l'associe facilement à la Grande-Bretagne. C'est un navire qui battait pavillon britannique. Et moins naturellement à l'Irlande. Et pourtant, au cours de sa très brève carrière, le Titanic, il a passé plus de temps, finalement, pendant toute la durée de sa construction, qui s'est étalée sur à peu près 3 ans. Il a passé plus de temps en Irlande, plus précisément aujourd'hui d'ailleurs en Irlande du Nord, à Belfast, que dans toute autre partie du monde. Alors bien sûr, il faut accepter le fait que ça fait plus d'un siècle que son épave repose au fond de l'Atlantique Nord. Hein. En toute rigueur, c'est au fond de l'Atlantique qu'il a passé le plus de temps jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, Belfast, ville qui a donné naissance au Titanic. Vous voyez d'ailleurs sur cette magnifique illustration de Ken Marshall, le Titanic, lors de son départ, au matin du 2 avril 1912, son départ de Belfast. Ce que vous voyez à l'arrière-plan, ce sont les côtes d'Irlande du Nord. Voilà. Donc nous allons retracer cette histoire ensemble ce matin. Alors pour comprendre pourquoi le Titanic il a été construit à Belfast et pas dans notre région de Grande-Bretagne, il faut remonter un petit peu en arrière. L'histoire de la construction navale à Belfast, elle débute au XVIIe siècle. Les premiers bateaux qui ont été construits à Belfast, ils ont été construits au XVIIe. Alors à l'époque, naturellement, ce n'étaient pas des grands paquebots comme le Titanic, c'était plutôt des navires à voile, des navires en bois. Le processus de construction va s'industrialiser, si je puis dire, au XIXe siècle. Il va y avoir notamment des grands chantiers qui vont être menés pour draguer le port de Belfast, pour redresser le cours sinueux de la rivière. Hein. C'est le fleuve Lagan qui coule à Belfast, qui se jette dans la mer d'Irlande. Et donc, il y a un certain nombre de travaux qui vont être menés pour redresser le fleuve. Et à ce moment-là, au milieu du 19e siècle, on va créer, avec les déblais de ces travaux portuaires, on va créer une île artificielle qu'on va baptiser Queen's Island. C'est ce que vous voyez représenté sur cette image en rouge au centre de l'image. Queen's Island, île artificielle, donc, dont le nom a été donné en hommage à la reine Victoria, à une visite de la reine Victoria en Irlande. Et sur Queen's Island, dans les années 1850, au milieu du 19e siècle, un industriel qui s'appelle à l'époque Robert Hickson, son nom n'a pas beaucoup d'importance à vrai dire, pas forcément nécessaire de le retenir, mais ce Robert Hickson, il va créer un premier chantier naval qui va être le premier à construire des navires avec des coques en acier, non plus des coques en bois, mais des coques en acier à Belfast. Vous voyez sur la droite de cette île de Queen's Island, c'est ce premier chantier naval qui occupe à l'époque une emprise assez raisonnable, assez petite, mais qui va très vite s'étendre, gagner de l'importance. En 1858, ce chantier naval, il est racheté par un ingénieur qui travaillait déjà dans l'entreprise, qui s'appelle Edward Harland. Vous voyez sur la gauche. Et très rapidement, Edward Harland, il s'associe avec son plus proche collaborateur, qui s'appelle Gustav Wilhelm Wolff. Harland et Wolff. C'est à ce moment-là que les chantiers navals de Belfast vont prendre leur nom, qui est le nom des chantiers navals Harland and Wolff, naturellement. Ces chantiers Harland and Wolff, ils se développent donc très rapidement.
vont gagner une réputation de très bons constructeurs de navires. Ils vont développer un savoir-faire très très important, hein, de telle sorte que beaucoup de grandes compagnies maritimes britanniques vont commencer à leur confier la construction de leurs navires. Une productivité qui augmente, qui se développe, et en 1871, l'une des deux plus grandes compagnies maritimes britanniques, qui s'appelle la White Star Line, à cette époque-là, vous aviez, dans la deuxième moitié du 19e siècle, vous avez deux grandes compagnies en Grande-Bretagne qui se mettent en place, qui se développent, la Cunard Line d'un côté et la White Star Line de l'autre. La White Star Line, en 1871, elle confie la construction d'un premier navire au chantier Harland Wolff de Belfast. Ce navire que vous voyez ici, qui est l'Océanique, qui est d'ailleurs le premier d'une série qui va s'appeler la classe Océanique. Premier navire de la White Star Line construit à Belfast et qui va remporter vraiment un grand succès. Alors, on est dans une époque, sur le plan de l'architecture navale, assez intéressante parce que on est dans cette période de transition, hein, du développement des machines à vapeur, avec des navires qui sont encore avec des propulsions mixtes, c'est-à-dire qu'on a des cheminées, en l'occurrence une seule, hein, qui traduisent la propulsion à vapeur des navires, mais on a encore des mâts avec des voiles, parce que la technologie n'est pas encore tout à fait perfectionnée, et donc on ne fait pas entièrement confiance à la vapeur, on a ces navires qui présentent des silhouettes assez caractéristiques de cette période. Premier navire pour la White Star Line, et immédiatement, un partenariat vraiment de confiance se noue entre ces deux entreprises, les chantiers Harland Wolff de Belfast d'une part, et la compagnie White Star Line, une des deux grandes compagnies britanniques de l'époque. Alors vous vous rappelez, sur la première image que je vous ai montrée, hein, ces chantiers qui étaient installés sur Queen's Island, qui occupaient une toute petite emprise, et très très rapidement, en quelques décennies, l'entreprise se développe très fortement et va occuper la totalité de Queen's Island, et même au-delà, puisque par un processus de poldérisation, on va continuer très rapidement à remblayer le port et à construire des infrastructures industrielles. Et vous voyez, au tout début du XXe siècle, hein, dans les années 1900-1910, là en l'occurrence en 1911, cette entreprise absolument prospère, qui est les chantiers Harland Wolff, qui est vraiment... Il faut savoir qu'à cette époque-là, l'industrie, l'économie plus exactement de la région, de l'Irlande du Nord, elle repose sur deux piliers, qui sont l'industrie textile d'une part, et donc l'industrie navale d'autre part. Les chantiers Harland Wolff, ils sont vraiment le premier acteur économique de la région de Belfast. Ils ont cette réputation de faire des navires de qualité, donc une grande réputation. Et ils vont également apporter, mais je ne vais pas rentrer trop dans les considérations techniques ce matin, mais ils vont apporter certaines innovations techniques à la construction de leurs navires, notamment sur le fait d'avoir des ponts en acier ou d'avoir la forme de la coque des navires chez Harland Wolff va être assez caractéristique. Donc prospérité du chantier naval et prospérité à travers le chantier naval de toute la région. Grâce à ces industries, la population de Belfast va augmenter de manière tout à fait spectaculaire. Il faut se représenter qu'en l'espace d'un siècle, entre 1801 et 1911, la population de l'agglomération de Belfast elle a été multipliée par 20. On est passé de 20 000 à plus de 400 000 habitants, tout ça en l'espace d'un siècle. C'est absolument considérable, et l'industrie navale est vraiment le moteur de ce développement. Donc Belfast, vous voyez ici quelques images de Belfast dans ces années-là. Dans son architecture, dans ses bâtiments, la ville s'urbanise et il y a vraiment cette prospérité économique, cette prospérité industrielle. Je me pousse un peu pour que les personnes qui sont de ce côté puissent voir un peu l'image. Ici, Royal Avenue, si vous vous baladez, donc quand vous descendrez à Belfast, vous pourrez vous balader sur Royal Avenue, qui est cet axe qui part de l'hôtel de ville, où à cette époque, on a ces magnifiques édifices de style victorien qui caractérisent vraiment la prospérité économique de la cité. Et puis on a également l'hôtel de ville, absolument spectaculaire, que vous verrez à Belfast, qui a plus les proportions et le style d'un palais royal ou d'un parlement. En tout cas, c'est l'hôtel de ville de Belfast, qui est intéressant parce qu'il a été construit dans les toutes premières années du XXe siècle, à la même époque que le Titanic. On est dans une époque, dans ces premières années du siècle, il faut se représenter, donc pour quelles raisons l'industrie navale est si importante? C'est parce que bien sûr, il n'y a pas d'aviation. Le seul moyen, si on souhaite voyager d'un continent à l'autre, c'est de prendre le bateau. Donc, compagnie maritime très très puissante, très très forte, qui
cherche à exploiter le flux des passagers et des marchandises sur les lignes transocéaniques. Et cette importance des flux, bien, c'est ce qui assure la prospérité des chantiers navals qui doivent fournir les navires toujours plus grands, toujours plus rapides pour traverser l'Atlantique. Évidemment, l'Atlantique est l'axe le plus important hein, dans ces années où c'est le développement économique, démographique des États-Unis qui sont la grande puissance montante de l'époque. Pour exploiter cette ligne transatlantique sur la scène britannique, je l'ai dit, il y a ces deux compagnies rivales, la Cunard Line et la White Star Line. Et en 1907, la Cunard Line va frapper un grand coup vraiment sur le plan aujourd'hui, on dirait, de marketing, de la communication, en mettant en service deux paquebots jumeaux qui sont le Lusitania et le Mauretania. Vous voyez ici à l'image le Lusitania, lapsus, le Lusitania qui est mis en service en 1907. Et donc, la White Star Line, qui est la rivale de la Cunard, très vite va se devoir de réagir. Vous voyez, par rapport à l'Océanique que je vous ai montré un peu avant, hein, on est en moins de 30 ans, le style des navires, leurs dimensions ont beaucoup évolué en quelques décennies. Déjà, les voiles ont disparu et puis la taille des paquebots a augmenté de manière considérable. Face à ce coup de la Cunard, la White Star se doit très vite de réagir. Alors, si vous ouvrez à peu près n'importe quel livre sur l'histoire du Titanic, vous trouverez à peu près la même légende qui vous raconte qu'au cours de l'été 1907, dans cette magnifique demeure qui se trouve à Londres, Downshire House, deux hommes se sont réunis pour un dîner. Alors, il faut imaginer la scène hein, de l'époque, ces gentlemen britanniques dans la fumée des cigares et les effluves du brandy. Ces deux hommes qui sont William James Peary, le président à ce moment-là des chantiers navals Harland & Wolff de Belfast, et Bruce Ismay, qui est le président. Si vous avez vu le film Titanic, vous connaissez peut-être la figure de Bruce Ismay, qui était le président de la compagnie White Star Line, donc cette rivale de la Cunard. Et au cours de ce dîner, ces deux hommes auraient décidé donc de construire une nouvelle série de paquebots pour concurrencer ceux que venait de mettre en service la Cunard. Alors ce récit, il est assez beau, mais on sait aujourd'hui de manière à peu près certaine qu'il relève en grande partie de la fiction, parce que cette scène, on la situe en général au cours de l'été 1907, mais à l'été 1907, ça faisait déjà depuis plusieurs mois, à vrai dire depuis très exactement le mois d'avril 1907, que les chantiers Harland & Wolff avaient commencé dans leur bureau d'études, que vous voyez ici dans une vue de l'époque. Dans leur bureau d'études, les chantiers Harland & Wolff avaient commencé à plancher vraiment très, très sérieusement et à travailler sur les plans d'une série de paquebots pour concurrencer le Lusitania et le Mauretania de la Cunard. Ils commencent donc au cours du printemps 1907 à concevoir ces paquebots sous la supervision de deux hommes que vous voyez à l'image. Alexander Carlyle, d'une part, qui va être le premier architecte en chef du Titanic, enfin, de la série de paquebots dans laquelle va s'insérer le Titanic, je vais y revenir dans un instant. Et puis d'autre part, un deuxième personnage que vous connaissez peut-être plus, encore une fois si vous avez vu le film Titanic, Thomas Andrews, puisqu'il va être, c'est l'architecte dont le nom va être associé le plus facilement au Titanic et qui va trouver la mort dans son naufrage. On voit à l'écran des plans qui datent de 1908, qui sont parmi les premières études qui ont été réalisées de cette série de paquebots qu'on va assez rapidement désigner sous le nom de classe olympique, et donc qui traduisent le travail qui est effectué par les bureaux d'études d'Harland & Wolff. En septembre 1908, la White Star Line, à la suite de la présentation de ses plans, va valider la commande de cette série de paquebots. Ils vont être décidés dans un premier temps de construire deux paquebots qui seront suivis par la suite d'un troisième. L'idée étant à terme d'avoir une série de 3 navires pour assurer une rotation hebdomadaire sur la ligne transatlantique entre Southampton, en Angleterre, et New York. Alors on conçoit la forme des paquebots, on conçoit leurs plans, mais on conçoit bien sûr aussi leurs aménagements intérieurs. Et là, c'est là que la White Star Line va décider très rapidement de se démarquer. En fait, à vrai dire, c'est un processus qu'elle avait engagé déjà depuis un certain temps. Alors que sa rivale, la Cunard, elle misait avec le Lusitania et le Mauretania sur des navires très très rapides. Ces paquebots, on les surnommait d'ailleurs les lévriers de l'Atlantique, parce que c'était des navires qui étaient vraiment conçus pour la vitesse. Elle, la White Star Line, avec sa classe olympique, elle décide de mettre l'accent non pas sur la vitesse, mais sur le luxe et sur le confort des passagers. Là, vous voyez toutes les installations qu'on conçoit dès le départ
sur ces navires de classe olympique, avec ce grand escalier qui vous est peut-être familier, sur ces images promotionnelles des chantiers Harland & Wolff. Donc, commande de ces 2 paquebots passés à l'automne 1908, et dans le même temps, on va réaliser des travaux très importants dans les chantiers Harland & Wolff pour permettre la construction. Parce que ce chantier qui s'annonce, il est absolument, pour utiliser un jeu de mots, il est absolument titanesque. Vous voyez là une image qui est un plan en fait des chantiers Harland & Wolff, des infrastructures d'Harland & Wolff dans ces années-là. Pour l'expliquer très simplement, les chantiers ils étaient coupés en 2. Vous aviez donc c'est cette île de Queen's Island dont je vous ai déjà parlé. Les chantiers étaient coupés en 2 par un axe qui était en fait une rue, Queen's Road, qui donnait accès et qui desservait les chantiers. Vous aviez sur la droite, en haut de l'image, donc tous les ateliers, les infrastructures dans lesquelles on construisait les machines, les équipements intérieurs, le mobilier. Absolument tout était construit, imaginé, conçu à Belfast, dans les chantiers Harland & Wolff, les moindres éléments qui allaient équiper les navires. Et sur le côté gauche de Queen's Road, quand on arrivait du centre de Belfast, c'est là que se trouvaient les cales de construction dans lesquelles étaient construites les coques des navires. On aménage, dans ces années 1907-1908, 2 nouvelles cales de construction, spécialement pour construire les paquebots de classe olympique. Vous les voyez ici en rouge, pour construire les 2 premiers paquebots de la série, qui vont être l'Olympique et le Titanic. Vous voyez que ces cales de construction, elles sont beaucoup plus grandes dans leur dimension, elles sont en commune mesure avec les autres cales de construction qui se trouvaient autour. Ça vous traduit bien la dimension gigantesque de ces paquebots à venir. Et puis au-dessus de ces cales de construction, qui mesurent 256 mètres de long par 73 mètres de large, on va construire cet échafaudage, cette immense structure d'acier. Le portique Harol, c'est déjà un chantier en lui-même. Portique Harol, c'est 6000 tonnes d'acier, 70 mètres de haut, donc c'est à peu près la hauteur d'immeuble d'une vingtaine d'étages. Il faut se représenter, c'était une structure absolument gigantesque qui, à partir de ce moment-là, va vraiment dominer le panorama comme quasiment un monument à la gloire de l'industrie navale, de la prospérité de la région de Belfast. Ce sont donc, en fait, ce portique Harol, comme je l'ai dit, c'est un petit peu une sorte d'échafaudage qui va permettre l'assemblage des paquebots de classe olympique. En décembre 1908, on pose la quille que vous voyez, je ne sais pas si le pointeur, on le voit très peu, mais sur la gauche de l'image, cet axe que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la quille, c'est-à-dire l'axe, la colonne vertébrale d'une certaine manière du navire, qui est dans son axe central et à partir de laquelle toute la coque va être édifiée. Donc ici, en décembre 1908, la pose de la quille de l'Olympique. Vous voyez ici d'un peu plus près à quoi ressemble cette fameuse quille, cette colonne vertébrale, qui est le premier acte finalement, d'une certaine manière. C'est un petit peu comme la première pierre, la pose de la première pierre d'un bâtiment. C'est la pose de la quille d'un navire. À partir de là, le chantier il va assez vite. Et en l'espace à peu près de 3 mois et demi, on finit le fond de la coque de l'Olympique, qui est donc le premier paquebot de cette série, je le rappelle. Mais le fond de la coque est fini, mais il faudra encore plus d'1 an et demi pour achever l'intégralité de la structure du navire. Il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, on construit un paquebot, il faut que je le précise, on construit un paquebot en 2 temps. On construit dans un premier temps la coque, toute la structure en acier du navire à terre, sur la terre ferme, dans ces fameuses cales de construction que je vous ai montrées. Une fois que la coque est terminée, on la met à l'eau, ce qu'on appelle le lancement. On lance le navire. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la deuxième phase de la construction. La coque est mise à un quai et on réalise tous les aménagements intérieurs du paquebot. Alors, la construction de l'Olympique progresse en cette année 1909. Et le 31 mars 1909, sur l'arrière-plan, à gauche, on pose la quille du Titanic, qui est donc, je le rappelle, le deuxième paquebot de la série. Le Titanic n'arrive qu'en deuxième dans sa classe, qui est la classe olympique. Petit mot également pour expliquer comment une coque de paquebot est construite à cette époque, parce que ça n'a plus rien à voir avec la manière dont on construit un navire aujourd'hui. Un navire comme Renaissance, il a une coque qui est soudée,
c'est-à-dire des plaques d'acier qui sont soudées entre elles. À l'époque du Titanic, on construit les navires par la technique du rivetage, c'est-à-dire qu'on assemble, on martèle manuellement, parce que tout cela est fait bien sûr à la main, on martèle manuellement des rivets qui sont chauffés pour assembler les coques les éléments de la coque entre elles. Pour vous donner une image très simple, hein, c'est la technique qui a été utilisée pour construire la Tour Eiffel, par exemple. Vous voyez, quand vous allez visiter la Tour Eiffel, vous voyez ces fameux rivets qui tiennent les plaques d'acier entre elles. Eh bien, le Titanic et l'Olympique, ils sont construits exactement de la même manière, ce qui signifie que c'est un énorme travail. Encore une fois, tout ça est fait à la main par des riveteurs qui martèlent à longueur de journée les rivets chauffés à blanc pour assembler les éléments de la coque. Technique manuelle de construction et donc main-d'œuvre très très importante. J'ai déjà un petit peu parlé de l'importance des chantiers Harland & Wolff dans le développement économique de la région de Belfast. À l'époque du Titanic, les chantiers, ils emploient à peu près 15 000 personnes. Et pour vous donner une idée de ce que ça pouvait représenter, la fin d'une journée de travail sur Queen's Island avec les ouvriers qui, par centaines et même par milliers, quittent le chantier pour rentrer chez eux. Cette image est très, très intéressante et très belle puisqu'on voit à l'arrière-plan ce fameux portique Harol. À ce moment-là, l'Olympique qui a été construit dans la cale de droite a déjà été mise à l'eau, c'est pour ça que la cale est vide. Et sur la coque, on devine la silhouette du Titanic qui est à ce moment-là pratiquement achevée, au printemps 1911. Alors je parle des conditions de travail aussi un petit peu des ouvriers, de ces 15 000 ouvriers. Vous vous doutez bien qu'en 1909-1910, on n'est pas à la semaine à 35 heures. Les conditions de travail sur le chantier naval sont très très difficiles. Les journées commencent à 6 heures le matin, elles finissent à 17h30. On a juste une pause d'une demi-heure pour déjeuner le midi. Ceci étant, les ouvriers des chantiers Harland & Wolff sont plutôt bien traités par rapport aux conditions générales de la main-d'œuvre à cette époque-là. Il faut savoir que les ouvriers du chantier naval, ils gagnent à peu près entre 2 et 5 livres par semaine de travail. Alors ça ne vous dit pas grand-chose, mais il faut savoir que la moyenne, dans le même temps, de tous les ouvriers en Grande-Bretagne, elle était plutôt autour de 1 à 2 livres. Donc avec 2 à 5 livres, on était chez Harland & Wolff plutôt bien traités. Et bien sûr, le travail, il commence très très tôt, dès l'âge de 14 ans, l'apprentissage. Et puis, il peut être aussi dangereux, ce travail. Donc, rien que sur la construction du Titanic, on a recensé 254 accidents, dont 8 ont été mortels. C'est-à-dire que rien que pour construire le Titanic, il y a déjà 8 ouvriers qui sont morts avant même que le navire ne coule. Il y avait déjà eu 8 victimes, mais c'était tout à fait dans les statistiques de l'époque, malheureusement. À ces conditions de travail difficiles s'ajoute en Irlande, et en Irlande du Nord plus particulièrement, un contexte politique très très difficile. Vous avez tous, je pense, en tête, vous avez déjà eu connaissance de ces affrontements entre les communautés catholiques et protestantes en Irlande du Nord et à Belfast tout particulièrement. Des communautés qui s'affrontent parfois très très violemment. Alors chez Harland & Wolff, la main-d'œuvre est un petit peu préservée parce que la direction du chantier naval a toujours été très très ferme sur la question et réprime assez durement tout ce qui peut être violence, affrontement, en tout cas dans l'enceinte du chantier naval. Et les ouvriers, par exemple les ouvriers protestants qui s'attaqueraient à des catholiques, à la minorité catholique qui était employée par le chantier, pouvaient être exposés à des sanctions assez graves, voire même être licenciés. Donc paix relative dans l'enceinte du chantier par rapport à ce qui peut se passer à l'extérieur de ces murs dans la région de Belfast. Au cours de ces années 1909-1910, on voit s'élever dans l'horizon de Belfast, c'est les structures donc, de ces 2 paquebots, l'Olympique sur la droite, encore une fois, un peu plus avancé, et le Titanic, encore en cours d'assemblage, sur la gauche, ici à l'automne 1910. On est vraiment dans un chantier qui est celui de toutes les démesures. Il faut vous représenter que, par exemple, quelques années plus tôt, quand la Cunard a fait construire le Lusitania et le Mauretania, elle a confié la construction de ces 2 paquebots à 2 chantiers navals différents, parce que construire des géantes de cette taille-là, c'était déjà un défi énorme à relever. Donc le fait que Harland & Wolff soit en capacité de construire simultanément au même endroit 2 navires qui étaient nettement plus grands que le Lusitania et le Mauretania, ça vous dit quelque chose de la capacité de production de ces chantiers.
Vous voyez des images, ici, images animées. Alors, ce n'est pas le Titanic qu'on voit ici, hein, c'est l'Olympique. Il faut savoir, de façon générale, qu'on a très très peu d'images qui concernent le Titanic, tout simplement parce que c'était le deuxième paquebot de sa série. Il était moins novateur, il avait un caractère moins innovant que l'avait son aîné, son jumeau, l'Olympique. Mais voilà, ça vous donne un peu une idée de à quoi pouvait ressembler de manière animée le travail sur le chantier naval dans ces premières années. En octobre 1910, le 20 octobre, on procède donc à ce fameux lancement de l'Olympique, le premier paquebot de sa série, avec une coque qui était peinte en blanche. Vous verrez que ça ne va pas être pareil pour le Titanic. L'Olympique, on avait peint sa coque en blanc parce qu'on trouvait que le blanc, ça donnait une dimension plus impressionnante, plus majestueuse. Pour les photographes, évidemment, photographie en noir et blanc dans ces années-là. C'est vraiment l'Olympique, je le redis, c'est le premier paquebot de la série, c'est vraiment sa mise à l'eau, son lancement, c'est un événement médiatique assez important qui attire beaucoup la foule et les journalistes. À son tour, le Titanic va être prêt au lancement en mai 1911. À ce moment-là, l'Olympique, lui, est terminé, est déjà terminé, il est prêt à démarrer sa carrière commerciale. C'est le moment où on prépare le lancement à son tour du Titanic, que vous voyez sous le portique Harold, sa coque désormais bien achevée. Également ici, à la veille de son lancement qui est donc prévu le 31 mai 1911. En fait, le 31 mai 1911, c'est une date très importante puisque c'est le jour où les chantiers irlandais remettent l'Olympique, le premier paquebot de la série, le remettent à son commanditaire, la White Star Line. Et au même moment, on procède à la mise à l'eau du Titanic. À cet instant, à midi, le 31 mai 1911, le Titanic épouse la mer, pour paraphraser une phrase célèbre du général de Gaulle lors du lancement du paquebot France. Le Titanic épouse la mer pour la première fois. C'est une structure. Alors, comme je l'ai bien expliqué, le Titanic, à ce moment où il est mis à l'eau, c'est une immense coque vide. Il n'y a rien à l'intérieur du navire. Mais c'est déjà 30 000 tonnes d'acier. C'est une structure absolument gigantesque. On a d'ailleurs étalé 20 tonnes de savon, de suif sur la cale de lancement pour permettre au navire de glisser dans l'eau. Et on a également prévu 6 chaînes pour freiner le bateau dans son lancement, pour éviter tout simplement qu'il parte et qu'il aille percuter d'autres navires après avoir parti dans son mouvement initial. Voilà, le Titanic est à l'eau ce 31 mai 1911, et à ce moment-là, on va remorquer cette coque à son quai d'armement où la suite de la construction a lieu. On va utiliser à ce quai d'armement cette immense grue qui s'appelle la grue Titan, d'ailleurs que les chantiers irlandais ont fait venir et ont acheté spécialement en Allemagne. Ils l'ont fait venir d'Allemagne, comme on le voit sur cette publicité de l'époque. Cette grue Titan qui est absolument gigantesque, qui peut soulever des charges de plusieurs dizaines de tonnes, et c'est cette grue qui va être utilisée pour charger à l'intérieur du navire toutes les machines, les chaudières, les cheminées, comme nous allons le voir. Vous voyez ici les chaudières de l'Olympique, pas du Titanic, mais elles étaient strictement identiques sur les deux paquebots. C'est ces fameuses chaudières dans lesquelles on va charger, approvisionner le navire en charbon pour permettre sa propulsion. Sur le Titanic, 29 chaudières. Chacune de ces chaudières, elle mesure 5 mètres de haut, 5 mètres de diamètre, donc c'est la taille d'une petite maison à chaque fois. Vous voyez peut-être d'ailleurs l'échelle du monsieur qui se tient au milieu dans l'allée. Il faut se représenter qu'un paquebot comme le Titanic, en navigation, c'était à peu près 700 tonnes de charbon consommé par jour. C'était absolument colossal. Évidemment, tout ça approvisionné, chargé à la main par les soutiers qui pelletaient le charbon lorsque le navire était en mer. Une image qui vous donne un petit peu aussi l'échelle, la proportion de ces infrastructures pour l'époque, dans les années 1910. Les chantiers Harland & Wolff, dans leurs ateliers, ici les ateliers qui servaient à l'assemblage des machines, ces machines à vapeur qui servaient à la propulsion des navires. Encore une fois, tout était conçu et fabriqué à Belfast. Les machines, ici, qui sont les machines du Titanic. On le sait, alors vous ne le voyez sans doute pas au centre de l'image, il y a un tout petit chiffre.
qui est le numéro 401. Chaque paquebot qui était construit chez Harland & Wolff à Belfast avait un numéro de série. L'Olympique était le numéro 400, le Titanic était le numéro 401. Donc parfois sur certaines photographies, on voit sur les équipements apparaître ces numéros de série. Et donc le numéro 401 qui se trouve sur les engrenages au centre des machines nous permettent de savoir avec certitude que c'était les machines destinées ici à équiper le Titanic. Encore une fois, vous voyez l'effet d'échelle par rapport au monsieur qui se tient devant. Le Titanic il avait des machines qui mesuraient 10 mètres de haut. Et il développait, le navire, une puissance de 46 000 chevaux. Chacune de ces machines, elle pesait 600 tonnes. Donc c'est vraiment des belles bêtes, on peut le dire. Et puis les cheminées, la dernière étape, ça va être d'installer au sommet du navire ces fameuses 4 cheminées qui vont être très caractéristiques de sa silhouette. L'image est absolument impressionnante. Les cheminées, elles étaient fabriquées en entier, en une seule pièce, dans les ateliers de Harland & Wolff, et ensuite elles étaient transportées et chargées avec cette fameuse grue Titan que nous avons vue, chargée, posée sur le pont supérieur des navires. Parmi les équipements, il va bien sûr y avoir aussi les ancres. Le Titanic avait 3 ancres. Ici, on voit l'ancre centrale du Titanic, l'ancre maîtresse qui pesait déjà à elle seule 15 tonnes. Vous voyez une nouvelle fois l'échelle par rapport aux personnes qui se trouvent autour. Et cette image, elle est intéressante aussi parce qu'elle nous montre qu'on est vraiment dans une période de transition. C'est-à-dire que le Titanic, il est le fruit de la belle époque, il est le fruit de la révolution industrielle. En soi, c'est un objet technique très perfectionné pour son temps. Mais on voit qu'on utilise encore des chevaux pour transporter les équipements. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une période développement industriel, mais il y a encore quelque chose d'assez archaïque dans la manière de fabriquer les navires. Une vue ici du pont supérieur alors encore une fois, non pas le Titanic, mais l'Olympique lors de son aménagement, qui vous donne une idée de ce à quoi pouvait ressembler ce chantier, cette construction, avec à l'arrière-plan la fameuse grue Titan, qui a été fortement sollicitée pendant cette construction. Je l'ai dit, tout est fabriqué à Belfast. Ici, vous voyez les ateliers dans lesquels on fabriquait le mobilier, par exemple, tout ce qui allait équiper les aménagements intérieurs des cabines, parce que c'est bien joli. Je vous ai montré les chaudières, je vous ai montré les machines, tous ces équipements techniques qui servaient à propulser le navire. Mais un paquebot, c'est non seulement un objet technique, mais c'est aussi un hôtel flottant. Donc il faut installer tous ces équipements qui vont permettre de transformer cette coque un peu brute en acier en une sorte de palace flottant. On voit ici, en janvier 1912, le Titanic désormais quasiment achevé, en tout cas avec sa silhouette définitive, ces fameuses 4 cheminées. Alors, il manque encore un peu de peinture, mais on reconnaît facilement à ce moment-là la silhouette du paquebot. En septembre 1911, on a annoncé, c'est une date assez importante, on a annoncé ce qui devait être initialement la date de mise en service du Titanic. Le chantier avançant bien, approchant de son achèvement, on s'est dit en septembre 1911 qu'on allait pouvoir mettre en service le Titanic le 20 mars 1912, qui devait être la date de départ de son voyage inaugural. Le problème, c'est que le 20 septembre 1911, il y a eu un petit souci technique avec le premier paquebot de la série, l'Olympique. À ce moment-là, l'Olympique, il a déjà démarré sa carrière. Et le 20 septembre 1911, il a subi une collision avec un croiseur de la Royal Navy. J'en parlerai dans une future conférence, un peu plus en détail, mais l'Olympique, il a subi cet accident et ça a obligé à ramener l'Olympique à Belfast pour le réparer. Et qui dit réparation dit qu'on va être obligé de récupérer une partie des équipements et aussi transférer une partie de la main-d'œuvre qui travaillait à ce moment-là sur l'achèvement du Titanic sur l'Olympique pour pouvoir le réparer. Et donc, retard dans la construction du Titanic. Vous voyez, les retards dans les chantiers, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça existait déjà il y a plus d'un siècle. Et ça va amener la White Star Line à reporter la date du voyage inaugural du Titanic, initialement prévu, comme je l'ai dit, le 20 mars. Et on va repousser cette date au 10 avril 1912, qui va être la date du voyage inaugural et du voyage fatidique au cours duquel le Titanic va rencontrer son funeste destin. Et donc on voit sur cette photographie les 2 paquebots jumeaux. Sur la droite, l'Olympique. Je vais me pousser encore un peu pour laisser les gens de ce côté
voir l'image. Sur la droite, l'Olympique, qui est revenu à Belfast pour ses réparations. Et sur la gauche, le Titanic, un peu moins achevé. On voit d'ailleurs que sa coque, elle n'a pas tout à fait la même teinte parce qu'elle était en cours de peinture. Donc les deux navires jumeaux photographiés ensemble pour la toute dernière fois. Une fois que l'Olympique a été réparé, on remet d'ailleurs le Titanic en cale sèche, ce qui va permettre à ce moment-là d'installer ses hélices et également d'achever la peinture de sa coque. On voit ici une photographie qui n'est une photographie de l'Olympique, mais le Titanic était en tout point identique à son jumeau, qui vous donne encore une fois un petit peu l'échelle, la proportion de ces hélices, hein, qui mesuraient de 5 à 7 mètres de diamètre et qui servaient évidemment à la propulsion du paquebot. Ça y est, maintenant le Titanic est équipé, il a reçu tous ses équipements intérieurs, ses aménagements, il a été peint, il est quasiment prêt. Et le 24 mars 1912, on va l'immatriculer, il va recevoir son immatriculation à Liverpool, son port d'attache. Et donc il est prêt à ce moment-là à partir pour effectuer ce qui vont être ses essais en mer. Alors je vais m'arrêter juste 2 minutes pour vous montrer un petit peu en détail ce paquebot. Dont on parle beaucoup, mais qu'on ne connaît pas forcément toujours très bien. Le Titanic, pour vous donner quelques chiffres, c'est 269 mètres de long, 53 mètres de haut, mesuré de la quille, c'est-à-dire le point le plus bas du navire jusqu'au sommet des cheminées. Et c'est le Titanic, 45 000 tonneaux de jauge brute. Il faut savoir qu'un paquebot, on évalue sa dimension pas forcément par rapport à sa longueur, c'est comme dans d'autres domaines, c'est pas toujours la longueur qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est le tonnage d'un paquebot. Et le Titanic, il était donc d'un tonnage de 45 000 tonneaux de jauge brute. Il compte au total 9 ponts, 9 étages. Et bien sûr, comme sur tous les paquebots, on répartit les aménagements à bord du navire en fonction des conditions de confort qu'on veut offrir aux passagers. Donc on place les passagers de 3e classe, que vous voyez ici repérés en bleu, à l'avant et à l'arrière du navire, là où on subit le plus finalement les mouvements de la mer et les vibrations des machines. Et puis les premières classes, c'est privilégié, on les met au centre, là où les conditions de confort sont les plus optimales. Petit panorama rapide pour vous montrer les conditions de confort de ces différentes classes de passagers. En commençant par la 3e classe, alors le Titanic, il pouvait contenir au total 3000 passagers, enfin 3000 personnes, c'est-à-dire 2300 passagers et environ 900 membres d'équipage, donc un peu plus de 3000 personnes dans sa capacité maximale. Il faut savoir que lors de son voyage inaugural et de son naufrage, il n'y avait que 2200 personnes, j'ai envie de dire que 2200 personnes, donc c'est-à-dire qu'il était loin d'être à son remplissage maximal. C'est vraiment le plus grand paquebot du monde. Il s'annonce vraiment comme étant le nouveau maître de l'Atlantique. Il est d'ailleurs un peu plus gros que son jumeau olympique. J'y reviendrai également lors d'une future conférence. En 3e classe, on trouve un confort assez innovant. Imaginez-vous, en 3e classe, vous avez des gens parfois qui sont très très pauvres, des gens qui viennent de pays dans lesquels ils vivent dans une grande misère, notamment du centre de l'Europe, ou alors en Irlande, qui à cette époque-là, les paysans irlandais vivent dans des conditions absolument de précarité terribles. Ils trouvent quand même, sur ces paquebots de la White Star Line, des conditions de confort qui sont tout à fait inédites pour eux. On leur sert 3 repas par jour dans une salle à manger qui n'est pas d'un grand luxe, mais qui, somme toute, offre des conditions tout à fait décentes. Et puis également, là où la White Star Line innove par rapport à d'autres concurrentes et d'autres navires de l'époque, c'est qu'elle commence à proposer à ses passagers de 3e classe des cabines où on a 4 à 8 couchettes, comme on le voit là. Alors qu'auparavant, les passagers de 3e classe de l'entrepont, ils voyageaient dans des dortoirs, ils dormaient dans des dortoirs collectifs. Quand on monte un petit peu plus vers les personnes plus favorisées, on trouve la 2e classe. Alors, la 2e classe, elle est très intéressante à plus d'un titre. Sur les paquebots de classe olympique, en termes de confort, elle est quasiment équivalente à la 1re classe sur d'autres paquebots des années précédentes. Et puis cette 2e classe qui n'existe pas en fait depuis très longtemps, puisqu'auparavant on avait une 1re classe et on avait l'entrepont, c'est tout. La 2e classe, dans ces premières années du XXe siècle, elle est très intéressante parce qu'elle traduit l'essor d'une classe moyenne, c'est-à-dire des gens qui ne sont plus forcément très très riches, mais qui commencent à avoir les moyens de voyager
pour le loisir, pour leurs vacances tout simplement, sans pour autant être dans l'élite. Et donc la deuxième classe, elle est tout à fait cosy, tout à fait confortable, et comme je le disais, elle est tout à fait égale à la première classe sur d'autres navires. Et puis naturellement, on arrive au niveau des ponts supérieurs avec, encore une fois, ce fameux grand escalier que vous connaissez sans doute tous. Alors ici, ce que vous voyez, néanmoins, c'est le grand escalier de l'Olympique. Il faut savoir qu'il n'existe aucune photographie de l'escalier de première classe du Titanic. Donc vous voyez ici celui de l'Olympique, mais qui, encore une fois, était presque en tout point similaire à celui de son jumeau. Et donc en première classe, on est vraiment dans cette idée d'offrir aux passagers ces happy few de l'élite, soit européenne, soit américaine, des conditions de voyage d'un très grand luxe. Il y a cette idée aussi de faire oublier d'une certaine manière la mer. Vous voyez, dans ces salons de première classe, on a à chaque fois, aussi bien dans la salle de réception que dans la salle à manger des premières classes, ces vitraux qui apportent beaucoup de lumière, mais qui ne permettent pas de voir la mer. C'est-à-dire qu'on pourrait quasiment se croire dans un palace sur le continent, et ces paquebots se veulent d'ailleurs la prolongation de ces palaces pour cette clientèle élitiste. Puis vous voyez, le fumoir de première classe, on est naturellement en 1912 dans une société très hiérarchisée, très codifiée, avec une séparation bien nette entre les hommes et les femmes. Donc ce fameux fumoir réservé à la clientèle masculine qui se retrouve pour fumer les cigares et discuter affaires, qui ressemble vraiment à un club londonien quasiment. Et donc ces aménagements-là traduisent aussi une forme de structuration de la société. Et puis la piscine. Alors, la piscine, ce n'est pas une nouveauté sur les paquebots de classe olympique. C'était aussi un autre paquebot de la White Star Line, l'Adriatique, en 1907, qui avait été le premier paquebot à être équipé d'une piscine. Alors, la piscine de l'Olympique et du Titanic, quand vous la voyez, là, elle vous fait peut-être pas forcément rêver. C'est un confort assez spartiate, mais il faut bien se représenter ce que c'était qu'en 1912, techniquement, cette sorte de prouesse de pouvoir offrir la possibilité aux passagers de se baigner dans une piscine chauffée tout en traversant l'Atlantique. Et puis en première classe, on trouve des cabines avec des conditions malgré tout de confort, parce que même chez les riches, il y a les riches normaux et puis les très très riches. Et donc on trouve des cabines avec des conditions assez contrastées, avec ces cabines de premier prix, allant jusqu'aux suites de luxe, alors avec un décor assez chargé peut-être par rapport à nos goûts actuels, mais en tout cas on ne peut pas leur contester une forme d'opulence. Donc le 2 avril 1912, le Titanic, que je viens de vous présenter un petit peu rapidement, est prêt à faire son voyage, alors dans un premier temps, avant son voyage inaugural, à effectuer ses essais en mer, puisque on pourrait croire que le Titanic, il avait été un peu bâclé dans sa construction, ou en tout cas qu'il y avait une forme de liberté dans les possibilités qui étaient offertes aux constructeurs de navires. En fait, il y avait déjà à cette époque-là des normes assez strictes, et notamment le ministère du Commerce britannique faisait subir aux paquebots qui étaient destinés à transporter des passagers des essais. Donc c'est ici ce qu'on voit, le Titanic au matin du 2 avril 1912 qui quitte Belfast pour effectuer ses essais en mer. Donc vous voyez le Titanic qui quitte la rade de Belfast. Alors quand vous serez à Belfast, n'essayez pas de reconnaître le paysage parce que ça n'a plus rien à voir. Tout a été fortement urbanisé, en particulier le paysage du port de Belfast ne ressemble plus en rien à ce que vous voyez sur cette image. Et donc ici, le Titanic qui est dans la rade à la sortie du port de Belfast et du chantier naval pour prendre la mer. Le Titanic, nous allons donc le laisser continuer et poursuivre sa route vers son destin. Si ça vous intéresse, je vous raconterai la suite de l'histoire dans une future conférence. Mais je voudrais ce matin achever mon propos dans les quelques minutes qui nous restent en vous présentant un petit peu à travers la ville de Belfast tous ces éléments que vous allez pouvoir voir, visiter lorsque vous descendrez du navire et qui vont vous parler de cette légende, de cette grande aventure qu'a été la construction du Titanic et de la manière dont les habitants de Belfast se sont réappropriés cette mémoire. Il faut savoir que les chantiers navals Harland & Wolff, après le Titanic, ils ont continué leur existence. Ils n'ont pas cessé de construire des navires à cause du Titanic, bien au contraire, ils ont continué à avoir une activité très, très prospère.
Dans les années 40, ils vont même construire des avions pour participer à l'effort de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans ces années-là, en 1945, le chantier Harland & Wolff va employer jusqu'à 35 000 personnes. C'était le chiffre, les effectifs les plus élevés de son histoire. Vous voyez là une photographie qui date des années 70. On voit vraiment l'étendue. Tout ça, c'est les chantiers Harland & Wolff, dans les années 70. Mais années 70, c'est aussi période du choc pétrolier, qui se double aussi pour de l'essor de l'aviation, ce qui fait que les paquebots sont en fort déclin, et l'activité des chantiers va peu à peu se mettre en recul. Dans la fin des années 80, la main-d'œuvre qui était donc de 35 000 employés à son point le plus haut, dans les années 80, elle chute à 3 000 personnes. Donc elle a été divisée par 10. C'est malheureusement les crises qu'ont connues beaucoup de secteurs de l'industrie dans ces années-là, et en particulier de l'industrie navale. Mais les chantiers navals Harland & Wolff continuent à exister encore jusqu'à nos jours. Alors on voit à l'image une photographie aérienne qui est beaucoup plus récente, qui est des années 2010. On voit que toutes les infrastructures ont beaucoup reculé, ont laissé place d'ailleurs à beaucoup de terrains vagues. Les chantiers navals ont réduit leur emprise. On voit, et vous verrez, quand vous allez arriver à Belfast, ces deux immenses grues jaunes que les habitants de Belfast surnomment Samson et Goliath, qui d'une certaine manière, ont pris la suite de ce fameux porticarole qui avait servi à construire l'Olympique et le Titanic. Et ces grues sont un petit peu les emblèmes de l'industrie navale à Belfast jusqu'à aujourd'hui. Néanmoins, les chantiers, je l'ai dit, ont réduit leur emprise, on va dire, foncière, leur emprise territoriale dans le port de Belfast. Et tous ces terrains qui ont été libérés ont été récupérés par la ville de Belfast pour mener des aménagements urbains. C'est là que notamment on a construit ce fameux musée du Titanic, le Titanic Belfast, que peut-être certains d'entre vous iront visiter dans quelques jours, donc qui est au centre de ces aménagements. Il y a également un hôtel, le Titanic Hotel, je vais y revenir dans un instant. Les slipways, ces fameuses cales de construction sur lesquelles ont été construits l'Olympique et le Titanic. Vous pourrez également visiter le Nomadic, ainsi que le Thompson Dock, qui est cette cale sèche dans laquelle le Titanic l'achèvement de la construction du Titanic s'est fait. Vous voyez donc ici sur cette image de 1912 cette fameuse cale de construction que je vous ai déjà montrée, dont j'ai déjà parlé. Tout cela, naturellement, n'existe plus aujourd'hui. Le portique Harold a été démoli. Et à cet emplacement, vous verrez ça aujourd'hui. Vous verrez cette grande esplanade à l'extrémité de laquelle se trouve le musée du Titanic. Alors, je ne vais pas trop vous en montrer, je vais vous laisser le plaisir de découvrir, mais vous verrez énormément de choses dans le musée du Titanic qui vont vous raconter encore plus en détail tout ce que je vous ai présenté de manière assez rapide aujourd'hui. Vous verrez également certains objets. De ce côté, on ne le voit pas forcément, mais il y a quelques objets, notamment une chaise longue qui a été récupérée sur le site de l'épave du Titanic, mais il y en a beaucoup d'autres que je vous laisserai découvrir. Juste à côté du musée du Titanic, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et à aller visiter ce bâtiment qui était le siège administratif. Historiquement, c'était le siège administratif des chantiers Harland & Wolff. Ce bâtiment, ces dernières années, il a été réutilisé, rénové de manière assez qualitative, et c'est aujourd'hui un hôtel. Mais n'hésitez pas, si vous en avez le temps, et si je sais que lors de notre dernière croisière, l'hôtel était fermé, malheureusement, beaucoup de gens ont été déçus de ne pas pouvoir y rentrer, mais si c'est ouvert, n'hésitez pas à en pousser la porte et à visiter l'intérieur. Vous verrez notamment ces fameuses salles de dessin que je vous ai déjà montrées, dans lesquelles ont été dressés les plans de l'Olympique et du Titanic. Alors préparez-vous à l'image qui va suivre, parce que ces salles de dessin, elles ont beaucoup changé. Aujourd'hui, c'est le bar du Titanic Hotel. Donc si vous en avez le temps, n'hésitez pas à prendre une petite consommation au bar, et vous pourrez vous rappeler, vous imaginer les conditions dans lesquelles les plans du Titanic ont été dessinés à cet endroit même, il y a plus d'1 siècle. Mais à bien d'autres aspects, sous bien d'autres aspects, ce bâtiment du Titanic Hotel, il est très intéressant parce que beaucoup d'éléments d'origine ont été conservés, de la décoration. Il y a beaucoup d'évocations de l'histoire du Titanic à l'intérieur de l'hôtel. Vous verrez également juste à côté du musée du Titanic et juste à côté du Titanic Hotel, et d'ailleurs, si vous prenez un billet pour aller visiter le musée du Titanic, vous aurez également l'accès qui sera possible au Nomadic.
Le nomadique, c'est ce petit transborder que vous voyez là. C'est-à-dire que c'est un bateau qui a été construit pour transférer les passagers lors des escales des paquebots de classe olympique à Cherbourg, donc en France. Il y avait 2 navires qui avaient été construits, l'Olympique et le Trafic. Il n'en reste plus qu'un aujourd'hui, c'est le Nomadique, qui a été ramené à Belfast il y a quelques années et magnifiquement restauré. Et donc, quand vous allez visiter le musée du Titanic, vous pourrez, avec votre billet, monter à bord du Nomadique, vous promener à bord. Et c'est vraiment très, très émouvant parce que le Nomadique, en fait, c'est un petit frère du Titanic. Il a été construit par les mêmes ouvriers, avec les mêmes matériaux, conçu par les mêmes architectes. Donc on retrouve des éléments décoratifs qu'on pouvait avoir à bord de l'Olympique et du Titanic. Et c'est vraiment une pièce d'histoire absolument, absolument unique, qui, à mon avis, est incontournable si on veut vivre l'expérience du Titanic à Belfast. Ces fameuses cales de construction, je vous les ai montrées tout à l'heure dans la perspective avec le musée derrière, mais si vous les regardez dans l'autre sens, il y a tout un aménagement qui a été fait. Si le temps est de la partie, ça vaut le coup de se promener sur ces emplacements. Donc des 2 cales de construction où ont été édifiés le Titanic et l'Olympique. Vous verrez, alors ça c'est une vue de nuit, hein. La nuit, on voit cette fameuse silhouette qui est l'empreinte en fait des navires au sol, mais ça vous donne un peu une idée des proportions de ces paquebots lorsqu'ils ont été construits dans les cales de Belfast. Vous avez également au milieu des cales de construction un mémorial, ce qu'on appelle le Slipway Memorial, qui est, sur lequel vous verrez les noms des ouvriers qui sont morts pour construire le Titanic. Et vous y verrez aussi la liste des victimes du naufrage. Encore une fois, si le temps est avec nous, vous pouvez, au-delà des cales de construction, aller vous balader le long de la rive du fleuve, le long du Lagan, vous verrez la perspective sur le musée, sur les cales de construction. Vraiment, alors il faut se projeter comme pour retrouver cette image-là. Hein. J'ai pris cette photo, cette deuxième photo l'été dernier, en essayant de retrouver à peu près le point de vue depuis lequel on avait photographié le lancement du Titanic en 1911. Mais voilà, c'est un petit peu, encore une fois, une manière de se plonger au cœur de cette histoire. Je vous ai parlé aussi, alors là ça demande un peu plus de marche parce que c'est assez loin, c'est à peu près, je dirais, un quart d'heure de marche du musée, mais il faut continuer un peu plus loin, le long des infrastructures de Queen's Island. Et vous pourrez aller voir le Thompson Graving Docks, c'est-à-dire la cale sèche qui avait été construite à l'époque spécialement dans les dimensions pour recevoir l'Olympique et le Titanic. Cale sèche qui avait une contenance de 100 millions de litres d'eau. C'est absolument, absolument gigantesque. Là d'ailleurs, elle a été photographiée en 1911 depuis le pont de l'Olympique, en train de quitter Belfast. Et on voit tout à l'arrière-plan le Titanic sous son portique. Donc cette cale sèche, elle est restée totalement intacte depuis plus d'1 siècle. Donc vous pouvez aller la voir, la photographier, comme je l'ai fait. Et là, c'est encore une fois une manière de s'imprégner des dimensions, du gigantisme pour l'époque qu'a représenté la construction de ces navires. On a l'impression que vraiment tout est intact, hein. Quasiment rien n'a changé, donc c'est assez émouvant. Juste à côté, vous aurez ce bâtiment, juste à côté du Thompson Graving Dock, vous aurez ce bâtiment qui était à l'époque les salles de pompage. Vous avez les machines qui servaient à pomper l'eau des cales sèches pour les vider. Alors, ce que la simple perspective d'une balade, d'une marche ne motiverait pas, il faut savoir que dans ces salles de pompage, aujourd'hui, elles sont réutilisées. Et il y a une distillerie de whisky. Donc vous pouvez aller visiter et acheter du whisky qui s'appelle le whisky du Titanic, d'ailleurs le Titanic Distillers. Et je ne l'ai jamais goûté, je ne pourrais pas prononcer sur la qualité du whisky, mais voilà, c'est à l'intérieur de ce bâtiment que ça se passe. Ce que je viens de vous montrer, c'est ce qui concerne le quartier de Queen's Island, qui est à peu près à 20 minutes, je dirais, à pied, 20 minutes en marchant bien, du centre-ville de Belfast. Mais dans le centre-ville, vous avez aussi pas mal de traces, de témoignages de l'histoire du Titanic. Vous avez vu tout à l'heure cet hôtel de ville aux proportions tout aussi gigantesques que celles du Titanic. Mais l'hôtel de ville, il est tout à fait intact, tout à fait identique dans ses proportions et dans sa configuration à ce qu'il était en 1912. Là aussi, il ne faut pas hésiter à rentrer à l'intérieur, c'est assez impressionnant parce que le hall d'entrée, tout est en marbre. Il y a aussi la possibilité de faire des visites guidées à l'intérieur, si vous en avez le temps. C'est assez intéressant à voir.
Et puis, si vous en avez le temps une nouvelle fois, il faut passer sur la gauche quand vous êtes face à l'hôtel de ville, que vous arrivez à l'hôtel de ville. Vous avez l'hôtel de ville est entouré d'un square qui s'appelle Donegal Square. Et vous avez sur le côté gauche, quand vous êtes face à l'hôtel de ville, ce monument, qui est en fait un monument au Titanic, plus exactement aux victimes de Belfast qui sont morts dans le naufrage du Titanic. Un monument qui a été construit en 1921, je crois. Et sur le socle duquel vous verrez donc une évocation de l'histoire du Titanic, c'est une allégorie qui représente la mort couronnant le corps d'un marin qui est mort dans le naufrage. Et vous avez également sur le socle de la statue les noms de ces fameuses victimes qui étaient originaires de Belfast. Derrière la statue, cette fois-ci, vous voyez la statue de dos, cette même statue que je viens de vous montrer. Il ne faut pas hésiter à faire le tour. Et derrière, vous allez voir cet autre mémorial qui a été inauguré en 2012 pour le centenaire du naufrage, et sur laquelle vous avez la liste des 1500 victimes du naufrage du Titanic, qui sont par ordre alphabétique. Vous avez juste à côté, dans le même jardin, mais juste à côté du mémorial du Titanic, une statue, la statue de cet homme qui est Edward Harland. Edward Harland, si vous vous rappelez bien, c'est le fondateur des chantiers navals Harland and Wolff, qui a également été maire de Belfast. Ça a été une personnalité très très importante de la ville et de la région. Il est représenté, statufié à côté du mémorial du Titanic. Et puis derrière le mémorial, contre la façade de l'hôtel de ville, vous avez aussi ce buste de William Peary, qui était le président des chantiers Harland and Wolff et qui a été un des initiateurs de la construction du Titanic. Lui aussi, William Peary a d'ailleurs été maire de Belfast, personnalité de la ville. Et sur les côtés du buste, vous verrez représenter le Venetian, qui a été le tout premier paquebot construit par les chantiers Harland and Wolff au XIXe siècle. Et de l'autre côté, une représentation de l'Olympique. On a préféré représenter l'Olympique que le Titanic, naturellement, pour rendre gloire à la carrière de cet homme emblématique de la ville. Et puis vous avez dans tout Belfast, là je vous ai montré ce qui était vraiment autour de l'hôtel de ville, vous avez un petit peu dans tout Belfast, si vous avez le temps de vous balader, vous se laissez surprendre par pas mal de choses que vous pourrez voir, qui évoquent un peu partout. Le Titanic, il est partout à Belfast. Hein, encore une fois, les habitants de la ville se sont vraiment réappropriés cette mémoire du Titanic. Vous avez le long de cette avenue qui fait face à l'hôtel de ville une série de mâts qui ont été créés il y a quelques années. Et sur chacun de ces mâts qui s'éclairent la nuit, vous avez le nom d'un navire emblématique construit à Belfast, dont le Titanic. Vous avez également dans le quartier de Queen's Island, pas très très loin, en allant vers le centre-ville, un mémorial comme celui-ci, qui est une représentation, s'il y a des maquettistes parmi vous, hein, c'est une maquette du Titanic en cours de construction qui a été faite par un artiste il y a quelques années. Un autre mémorial qui vous montre, qui rend lui plutôt hommage à tous ces ouvriers qui ont travaillé, ces 15 000 ouvriers à l'époque qui ont travaillé à la construction du Titanic, travaillé dur, dans les conditions que je vous ai brièvement exposées. Donc un très beau mémorial. Et puis, je terminerai ma présentation ce matin avec ce mural. Alors, il faut savoir qu'il y a à Belfast, on verra un petit peu partout dans la ville, ces grandes fresques murales qui vous évoquent beaucoup plus souvent d'ailleurs des épisodes de la guerre civile, des affrontements entre les catholiques et les protestants. Mais vous avez également quelques peintures murales qui rendent hommage à l'histoire du Titanic. Ici, c'est une des plus récentes, qui est dans D Street. Alors, c'est un peu loin du centre-ville et en tout cas de l'hôtel de ville. Mais voilà, c'est le genre de choses que vous pourrez voir un petit peu partout à Belfast qui vous rendent hommage, qui présentent en tout cas la mémoire du Titanic, qui est quand même toujours très très vivante à Belfast, cette grande aventure que je vous ai racontée ce matin. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une belle découverte de Belfast.